Et du coup, nous allons démarrer maintenant le second webinaire avec ce thème rompre avec le tout agile. Je vais déjà aborder finalement d'où nous est venue cette idée d'aborder le thème rompre avec le tout agile. C'est que de nos missions Team Square auprès de nos clients dans des industries différentes, des organisations différentes, sur des temps aussi plus ou moins longs, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a sans doute un effet de mode qui a été porté sur, en effet, de l'agilité, le déploiement de Scrum aussi, ce cadre de travail inspiré de l'agile, et d'observer généralement l'idée d'une application unilatérale et uniforme d'un cadre tout agile, on passe en tout agile, et sans forcément mesurer les contraintes et les préconisations qu'il faut déjà mettre en place pour pouvoir justement adopter ce cadre tout agile. On a sans doute aussi une confusion entre l'état d'esprit agile qui est défendu par le manifeste agile et finalement un cadre trop rigide qui est mis en place et qui va justement limiter cet état d'esprit agile et qui peuvent amener à des aberrations, de coller trop au cadre sans forcément s'occuper de changement de l'état d'esprit des équipes. Ces effets de bord non désirés, comme la fin de framework agile jusqu'au boutiste, mais de ne pas remettre en cause le concept finalement de l'agilité, mais de se dire en effet, le cadre tout agile n'est pas la réponse. Et on a vu aussi du coup des détriments aux gains que pouvait apporter finalement un changement de culture dans l'organisation, puisque le déploiement généralement a été fait unilatéralement, monodécisionnellement même, et un déploiement qui tout va, qui est très industrieux et qui ne s'accorde pas finalement le temps de la réflexion pour justement s'adapter au monde. Suite à cette introduction, nous allons du coup maintenant confronter un peu les approches. On va voir en effet ce qu'on appelle les approches agiles adaptatives, des approches prédictives telles que Waterfall et cycle en V. Alors l'agilité comme panacée, quand elle est apparue dans les débuts des années 2000, notamment dans les entreprises de développement de logiciels, avec justement le manifeste agile en 2001. Et ça a paru en effet comme une solution waouh. C'était la solution miracle, la recette miracle à mettre en place, faire mieux, plus vite et avec plus de motivation pour nos équipes. Le but, en effet, de l'agilité, quand même, c'est de piloter par la valeur. On va regarder ce que l'équipe produit à chaque instant, à chaque itération, chaque sprint. Et du coup, à chaque cycle de vie projet, on va les organiser d'une manière itérative et incrémentale. Ce qui permet en effet de comparer à chaque fin de sprint, finalement, la valeur dégagée en plus. Les atouts, en effet, qui ont été mis en avant, c'est de se dire qu'on privilégie du livrable plus que de la documentation. On va aller vers le résultat plus que finalement l'administration et la bureaucratie des projets. On va aussi être plus prompt à s'adapter au changement, puisque du coup, on travaille en mode itératif, qui nous permet en effet d'absorber finalement les changements de contexte, d'environnement, les facteurs externes autant que internes à l'organisation. Et on remet au centre de nos préoccupations et au centre de l'entreprise l'acteur le plus clé de tous, le client, l'utilisateur, et on va aller se concentrer à capter son besoin pour y répondre de la manière la plus adéquate possible. Sur le papier, c'est la panacée, c'est la solution miracle. Cependant, pour être correctement appliqué et dégager le maximum de valeur de cette solution, il y a des contraintes très fortes qui sont liées à ça. C'est ce qu'on a lu ici, c'est d'avoir des équipes dédiées et non pas des équipes qui sont partagées entre plusieurs projets. On veut que l'équipe se concentre sur le même projet, communique entre elles, collabore étroitement pour justement éviter les mécommunications, les divergences d'opinion, les désalignements, pour avancer sur le même but et se concentrer sur la production de valeur. Il est aussi recommandé d'avoir des équipiers en autogestion, ce qui implique que l'organisation leur fasse confiance, leur donne la liberté, le droit à l'erreur, la prise de décision. Les organisations, des fois, ne sont pas encore prêtes à franchir ce pas et à laisser des équipes
s'autogérer dans ce cadre agile. Ça va demander aussi une structuration rigide. L'important est de produire de la valeur, mais pas n'importe comment. On veut la produire par itération, donc un time boxing. On veut la produire en visant le maximum de valeur à chaque fois, et non pas s'éparpiller. Donc il va falloir un backlog, prioriser, définir des rôles, product owner, scrum master, development team. Et il faut aussi pouvoir décomposer son produit, son résultat final, en des livrables intermédiaires, qui soient mesurables par l'utilisateur ou tout du moins le product owner. Ces contraintes, en effet, demandent déjà d'adapter ta culture d'entreprise, être prêt à changer et à donner la confiance et la responsabilisation, d'être disponible, la disponibilité des parties prenantes. Il faut que les gens puissent être impliqués. Comme on le dit, c'est une équipe dédiée, mais c'est aussi des sponsors qui vont être là, présents, pour acter lorsque décision y a à prendre. Et d'être prêt au changement. Souvent, on entend, quand on met en place l'agile, que finalement, les principes agiles, c'est du bon sens. En effet, c'est du bon sens. L'embêtant, c'est que chacun a sa propre définition de son bon sens. Et l'agile ne vise pas finalement une application du bon sens. Elle vise l'intelligence collective. Se dire, en effet, on a une équipe pluridisciplinaire, autogérée, dédiée, et c'est de cette intelligence collective qu'on va dégager l'optimum de résultats. Mais du coup, si finalement l'agile n'est pas la recette miracle, retournons vers notre approche prédictive. Elle a fait ses preuves, elle a été mise en place depuis les années 70, elle existe depuis longtemps, elle a été utilisée sur différents environnements. Le cycle de vie est séquentiel, c'est organisé en phase linéaire. On capte le besoin client dès le départ, on aligne les équipes sur ce besoin client. L'adhésion est quand même plutôt facilitée, c'est une approche assez confortable, on fait les choses dans l'ordre. Embêtant, en effet, c'est ce qu'on s'est aperçu à force de déployer cette méthode, c'est que dès qu'il y a un changement extérieur ou interne à l'organisation, on risque en effet de dépenser plus. On risque de devoir refaire ou de revérifier au moins une boucle. Quand ce n'est pas le pire, en effet, de devoir abroger le projet car notre concurrent a sorti le produit avant nous. Nous avons aussi du coup l'effet tunnel qui va s'appliquer, où chacun en effet a ses ordres dès le départ et va se lancer dans son travail. Je travaille de mon côté, je sais ce que j'ai à faire, je le fais. L'embêtant, c'est que je ne m'intéresse pas à ce que fait mon collègue sur l'autre partie du produit. Et à la fin, il peut y avoir en effet des écarts, des incohérences et même une mauvaise intégration. Et enfin, le client ne s'implique finalement qu'au départ, quand on capte son besoin, et on ne récolte son avis que quand on lui a livré le produit. Entre-temps, il n'a pas de vue et nous sommes aveugles sur ce que lui, en effet, évolue lui-même dans son besoin. De ça, en effet, on se dit, entre les deux, que peut-on faire? Ce qu'on a vu, nous, chez Team Square, et ce qu'on préconise chez nos clients, c'est en effet pas s'affranchir de méthode. On sait que s'affranchir de méthode, un projet sans cadre, c'est une boîte noire, c'est une petite surprise. Nul ne sait dire ce qui en sortira. Donc ça, en effet. Par contre, on va faire une approche sur mesure. On va s'intéresser, en effet, au contexte, à l'environnement du projet, aux acteurs aussi du projet, et du coup, de notre panel de connaissances, de l'approche prédictive à l'approche adaptative, nous allons designer avec les acteurs l'approche la plus adaptée pour obtenir le meilleur résultat. Donc, qu'est-ce que nous, on a mis en effet vers l'approche sur mesure? On va commencer par l'approche de développement. Alors, l'approche de développement a été définie dans le PMBOK, édité par le PMI. Et l'approche de développement, ils le définissent comme l'adaptation délibérée visant à améliorer la performance du projet vis-à-vis de son environnement et du résultat escompté. C'est bien une adaptation délibérée, c'est un choix de l'organisation, de l'équipe projet, des parties prenantes, d'adapter leur approche pour développer le projet. Et cette adaptation, elle doit intégrer les facteurs principaux que sont
comment se développe le livrable, quelles sont les contraintes, les valeurs, les processus de l'organisation, son attitude aussi à changer. Et finalement, quelles sont les méthodes de pilotage qui sont déjà employées, mises en place, ou qui pourraient exister et qu'on devrait acquérir. Alors l'approche sur mesure, elle va s'inspirer justement des approches prédictives, on ne les rejette pas, elles ont fait leurs preuves et elles sont intéressantes, mais aussi adaptatives, parce que justement, il faut être ouvert à l'innovation, à la nouveauté, changer. Et bien sûr, elles se basent sur les connaissances et les pratiques qui sont disponibles. Aujourd'hui, en effet, on a un large éventail de connaissances et de retours d'expérience sur l'application des approches prédictives et adaptatives, suffisamment pour en effet en déterminer les bénéfices et également les contraintes. De plus, cette approche sur mesure, il ne faut pas la voir comme univoque. On peut l'appliquer de différentes façons. On peut l'appliquer à un niveau de portefeuille. Dans un portefeuille, je vais avoir des programmes, je vais avoir des projets. Et certains projets, je vais décider, je vais délibérément choisir de les poursuivre de manière itérative. D'autres projets, je vais décider de les faire de manière totalement, par contre, cyclant. Sur des programmes, on peut aussi choisir, à l'intérieur même d'un programme, de décomposer notre programme en projets. Et pour chaque projet, en effet, se dire, je vais, en effet, choisir un cycle en V ou un agile. L'important ici, au niveau du programme, c'est bien sûr de permettre une coordination adaptée. Au niveau du programme, je veux voir, en effet, la progression pour chaque projet. Mon projet qui va se développer en mode prédictif va nécessiter des KPI qui vont être différents de ceux adaptatifs. Et le but est de les réunir dans un tableau de bord qui me permette d'avoir la vue globale du programme. Et en toute fin, au niveau projet, je pourrais même mixer des approches en disant, là, de démarrage de mon projet, j'ai besoin d'aller capter finalement le besoin client qui est très peu clair. J'ai besoin de lui proposer des maquettes, des prototypages. Et je décide de lui faire en mode itératif incrémental. Puis, une fois convenu, vu que j'ai un cycle de fabrication qui peut être contraint, je vais lui, par contre, le dérouler en cycle en V pour assurer le résultat. Ou même insérer une étape itérative de production, comme pour un appli smartphone, au milieu et recueillir mes besoins en amont. Tout ça, en effet, on l'adapte par rapport au projet, à ses phases et ses lotissements. Et finalement, pour quel bénéfice on va prendre le temps de concevoir cette approche sur mesure par rapport à notre projet et l'environnement dans lequel il tient? Déjà, c'est d'optimiser la valeur produite pour l'entreprise, puisqu'on va choisir les axes les plus bénéfiques pour amener la meilleure valeur au niveau du résultat auprès de notre client. On va pouvoir aussi l'ajuster tout au long du cycle. Ce n'est pas parce qu'on décide à un moment donné que cette approche sur mesure qu'on a définie est la meilleure, qu'il n'y a pas des bouleversements extérieurs et internes qui vont peut-être venir, en effet, remettre en question et devoir nous réinterroger sur la meilleure façon de mener notre projet à son terme. On va dynamiser aussi nos façons de faire, puisqu'on va demander aux gens non plus d'appliquer un process de développement projet, mais de les intéresser plutôt à réfléchir à la meilleure manière d'atteindre le résultat et de leur proposer justement un panel de connaissances et de pratiques et d'outils disponibles. De mobiliser justement ces acteurs sur le projet, puisque nous avons besoin d'eux pour justement définir la meilleure approche sur mesure. Nous allons aller les chercher, leur demander leur avis, les solliciter. Et enfin, on y voit aussi une valorisation des équipes qui participent. Moi, j'ai en effet participé à une mise en place d'approches sur mesure chez un client. Des équipes qui étaient traditionnellement travaillaient de manière silo, on va dire, et du coup qui ont été plutôt réfractaires en se disant mais moi j'ai pas besoin de donner mon avis là-dessus, on nous dit que l'approche, le développement projet doit être fait comme ça, on le suit et puis on attend la prochaine gate et à la prochaine gate on voit si on la passe. Et finalement on a été les solliciter, alors on a été les solliciter en créant des ateliers de collaboratifs. On faisait rencontrer en effet des métiers différents au sein des mêmes ateliers pour les faire parler. Et les faire parler avec les mêmes termes, d'une même voix. On a fait aussi des ateliers en distanciel où on utilisait des outils tels que Klaxoon pour changer aussi leurs habitudes, les plonger hors de leur routine. Et finalement,
de fur et à mesure, on a vu quand même ces personnes qui étaient réfractaires, peu à peu, changer et se dire, en effet, c'est pas mal. Et on avait mis en place justement des sprints rétrospectifs, donc ces moments où on rassemble l'équipe projet pour évaluer qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière sprint et qu'est-ce qu'on souhaite changer. Et bien, du coup, prendre de plus en plus la parole, adhérer de plus en plus au concept et devenir moteur finalement de ce changement et dire, ouais, non, mais la prochaine fois, on va faire ça comme ça sera beaucoup mieux et se lancer eux-mêmes sur la suite. Donc, ils ont été heureux d'être reconnus, qu'on entende leur voix finalement au sein de cette approche. Alors, cette approche sur mesure, en effet, elle paraît super bien. Mais du coup, comment on la façonne? Alors, on a identifié au sein de Team Square des aspects déjà considérés, des aspects externes au projet qu'il va falloir prendre en compte. On ne peut pas les ignorer. Les premiers, ça va être les caractéristiques du projet. Quelle est la priorité donnée à ce projet dans l'organisation? Un projet qui est non prioritaire, peut-être qu'il n'est pas la peine, en effet, de réfléchir à l'approche de développement qu'on veut lui consacrer. Plus la priorité est haute, plus il est intéressant de prendre un peu le temps et de concevoir son approche que l'on va le mener. L'échéance, à quel terme aussi il est? L'échéance de considérer justement et de moduler son approche de développement de projet. Si on vise en effet un projet de le résultat est à 40 ans, il va peut-être falloir trouver des étapes intermédiaires pour trouver le bon niveau de compréhension et d'adhésion des gens à l'approche sur mesure. Les coûts, quelle est l'enveloppe en effet consacrée à ce projet? On va aussi considérer les parties prenantes. Quels sont les acteurs autour? Est-ce qu'ils sont traditionnels? Est-ce que c'est un milieu réglementé? Et enfin, on va considérer la structure de l'organisation. Est-ce qu'elle a un niveau d'acceptation du changement qui est élevé ou au contraire, il va falloir aussi lever beaucoup de résistance? Ça, ce sont les aspects externes à considérer par rapport à notre projet. Ensuite, on a identifié, nous, les facteurs d'influence. Qu'est-ce qui, dans le projet, va nous dire, ouais, là, on a des moyens, en effet, de penser à une nouvelle approche pour optimiser le résultat qu'on a. N'essayons pas, finalement, de changer l'approche de développement d'un projet qui est similaire aux 20 dernières années de projets qu'on a déjà développés. Si les 20 dernières années, le projet a rencontré le même succès, autant continuer sur la même base. Donc, demandons-nous, en effet, quel est le degré d'innovation du projet. Quelle va être aussi la typologie des livrables? On a vu l'émergence, en effet, de beaucoup d'outils numériques et de digitalisation, et les livrables aussi changent auprès des clients. Quelle est la structure, finalement, du projet? Quelle est sa décomposition? Comment, en effet, quelles sont les phases de vie? Est-ce que nous souhaitons inclure le fournisseur dans le développement? Est-ce qu'on souhaite aussi demander aux clients d'intervenir directement dans notre projet? La fiabilité des exigences. Quel est en effet le niveau de confiance qu'on a dans les exigences au départ du projet? Est-ce qu'on sait qu'elles sont susceptibles d'évoluer durant la vie du projet? Ou est-ce qu'en effet, on a une base saine et cohérente dès le départ? Est-ce qu'en effet, il y a aussi beaucoup d'exigences réglementaires et de sécurité qui sont une forte contrainte sur les adaptations du projet? Elles sont indépendantes du projet et même de l'organisation et vont venir en effet limiter notre développement. Et enfin, la tolérance au risque, qui est l'appétence de l'organe au risque et au changement. Il faut le prévoir, c'est comme une première étape d'innovation, une stabilité livrable, des exigences connues et maîtrisées. On va rester sur son approche habituelle. Si jamais, en effet, par contre, on voit que, tiens, il y a un peu d'innovation, tiens, on va essayer de livrer un nouveau type de résultat, posons-nous la question. Et comment se poser la question sur ces facteurs d'influence? Et bien là, on va se mettre sur les 3 artefacts clés que nous avons identifiés dans un projet. Chez Team Square, un projet, on considère que c'est un livrable, une équipe, une organisation. Les 3 sont nécessaires pour amener le résultat. Le livrable, en premier, quels sont ses attributs? Quels sont les facteurs qu'on va considérer autour? On va considérer le niveau de rigidité du processus à appliquer. Comment, en effet, on peut donner le livrable de la meilleure qualité possible? Qu'est-ce qu'on doit respecter dans notre processus de développement, de fabrication, pour apporter la meilleure réponse au client?
Est-ce que la représentation du livrable est tangible, conceptuelle? Est-ce que c'est du numérique? Est-ce que c'est du concret? Il faut aussi s'interroger là-dessus pour savoir, ouais, qu'est-ce qu'on peut mettre facilement en œuvre. Est-ce que notre marché, dans le secteur auquel on s'adresse, est fortement régulé? Est-ce que c'est mouvant? Est-ce que c'est hautement concurrentiel? Est-ce qu'on a des enjeux, en effet, de sortir notre produit avant les concurrents? Et à quel niveau? Et avec quel degré de satisfaction utilisateur et degré de qualité utilisateur on souhaite? Notre temporalité aussi du projet, est-ce qu'on a une visée court terme, moyen terme? Est-ce qu'en effet, on peut aussi le séquencer en livrables intermédiaires qui peuvent apporter un premier niveau de satisfaction à nos premiers utilisateurs? Toujours notre niveau de confiance dans les exigences définies au démarrage. Est-ce qu'on est persuadé qu'on a bien défini ces exigences, qu'elles sont bien valides et qu'elles n'évolueront pas durant la vie de projet? Ou au contraire, souhaitons-nous justement pouvoir les faire évoluer? Et enfin, comment en effet le livrable peut être reçu par des utilisateurs si on le produit de manière itérative? Est-ce qu'en effet, on est capable d'avoir un livrable qu'on puisse faire évaluer par des utilisateurs et collecter leur feedback? Ensuite, nous allons considérer l'équipe, donc le deuxième artefact clé pour nous d'un projet. Et dans l'équipe, qu'est-ce qu'on va considérer? Ben déjà, ça va être la taille de l'équipe. Combien de personnes on met dans l'équipe? Est-ce que c'est une équipe de 60 personnes? Est-ce que c'est une équipe de 10 personnes? Est-ce qu'en effet, ils sont tous en temps plein consacrés au projet? Est-ce qu'ils sont en temps partiel, partagés? On va aussi considérer ben, là où ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont tous au même endroit? Est-ce qu'ils sont dans des pays différents? Est-ce qu'ils sont sur les mêmes fuseaux horaires? Est-ce qu'ils ont des règles de travail différentes, des règles de télétravail même, qui peuvent amener des mécommunications entre eux? On va aussi regarder la structure d'organisation. Est-ce qu'on est dans une organisation hiérarchique, très directive? Est-ce qu'au contraire, l'organisation est plutôt matricielle et laisse une certaine liberté à ses collaborateurs, voire même un esprit de start-up où on attend l'initiative directement des collaborateurs du projet? Quel est finalement aussi, on va considérer le niveau d'expérience de l'équipe, le niveau d'expérience dans leur métier, au niveau technique, mais aussi leur niveau d'expérience dans est-ce qu'ils ont déjà collaboré ensemble? Et leur niveau d'expérience, est-ce qu'ils ont déjà testé des approches de développement projet ensemble? Est-ce qu'on risque de les bousculer si on change leurs habitudes? On va se demander aussi si l'équipe proche des clients, est-ce qu'elle a l'habitude finalement de gérer un retour client? Il peut être compliqué en effet pour des équipes de conception qui sont dans leur bureau R&D et qui n'ont pas l'habitude finalement d'avoir des retours réguliers d'utilisateurs, de assumer un retour utilisateur durant leur temps de développement. Se dire qu'en effet, on a passé 6 mois à plein temps à développer une fonction pour avoir un retour utilisateur mauvais, inférieur à la note de 7, ça peut en effet frustrer certains collaborateurs. Donc il faut aussi le prendre en compte pour justement anticiper et prévenir. Et enfin, s'attacher à la personnalité des équipiers. Est-ce qu'en effet, ils ont plutôt une préférence à rester dans une routine, dans un confort, ou est-ce qu'en effet, ils sont adeptes du changement, ils sont proactifs, ils ont envie de faire bouger les choses et évoluer pour justement aller vers le meilleur résultat? Et pour le dernier artefact, qui va concerner cette fois la culture d'entreprise, on va travailler sur un global de ça. On va déjà se demander en effet comment est perçue en effet l'approche de développement de projet dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise considère que c'est quelque chose de simple, d'uniforme et qu'il n'y a qu'une approche projet qui existe et c'est celle-là et on n'en démarre pas? Il faut aller tester l'enthousiasme, la résistance, le support de l'entreprise aussi à cette idée de bouleverser son approche. Le niveau de confiance aussi que l'entreprise est prête à accorder à ses collaborateurs. Justement, comme on en parlait, le droit à l'erreur, l'intrapreneuriat, la liberté d'initiative. Est-ce qu'il l'encourage? Est-ce qu'il la facilite? Le degré d'autonomie aussi qui est accordé du coup dans les équipes par rapport en effet à la gestion du télétravail. Certaines entreprises fixent des jours de télétravail, d'autres laissent libre leurs équipes pour se coordonner. Le niveau de prise de décision aussi accordé. Il est bien de dire à ces équipes, en effet, qu'on vous laisse totalement libre de déployer l'approche de projet que vous estimez la meilleure,
mais que par contre, pour le budget café, quand même, il faudra avoir la validation du sponsor. Et enfin, de regarder côté organisationnel, quelles sont les valeurs que l'entreprise promeut envers ses clients, envers ses sous-traitants et envers ses équipiers. Est-ce qu'en effet, on peut avoir une approche projet qui correspond à ces valeurs-là? Il faut que le tout soit aligné. Dans tout ça, on a vu en effet qu'autour de ces 3 artefacts, en se posant ces questions, on arrive à dessiner si nous sommes prêts en effet à concevoir notre approche sur mesure et à s'inspirer justement du prédictif ou de l'adaptatif. Alors en synthèse, ce qu'on vous propose, c'est concevoir une approche sur mesure des projets, plutôt que l'application une et unique d'un seul référentiel. C'est d'inspirer d'un panel de méthodes, d'outils, au lieu de se restreindre à une seule recette miracle. C'est d'user de sens critique dans la gestion de projet pour s'émanciper de la rigidité des processus. Et tout ça, on le démarre par une phase amont avec les acteurs, les parties prenantes du projet, pour justement évaluer ces différents aspects, ces différentes questions, et définir ensemble quelle est la meilleure approche pour viser le meilleur résultat au projet. Je vais aussi maintenant m'adresser à vous. Moi, je suis curieux de savoir en effet déjà, vous, dans vos industries, quelle approche vous pouvez appliquer dans la gestion de projet. Est-ce que vous en appliquez une? Est-ce que vous êtes libre en effet, dans un panel de méthodes, de sélectionner la plus pertinente? De savoir aussi si cette méthode, approche de développement, vous vous êtes déjà posé la question de l'adapter finalement aux besoins de vos projets? Et finalement, si vous voulez adapter votre pilotage de projet, quels sont vous les facteurs sur lesquels vous appuyez pour sélectionner et décider notre approche projet?